Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette quatrième réunion en ligne que nous consacrons, vous le savez, depuis le début de cette campagne de deuxième tour, depuis le début du mois de juin. Chaque semaine, donc chaque jeudi, une réunion publique consacrée à un thème important de la politique municipale. Et donc, ce soir, eh bien, nous allons parler de démocratie locale et de vie associative. C'est un sujet très important, un sujet transversal qui compte beaucoup pour nous dans notre projet, dans ce que nous voulons changer, dans la manière de vivre ensemble à Orvault. Alors, nous avons, vous le savez, pour ces réunions publiques, un invité expert, quelqu'un qui partage avec nous son expérience. Donc ce soir, c'est Jean-Paul Lehard qui est avec nous. Donc merci à Jean-Paul. Vous voyez, on est dans une conférence virtuelle avec différents intervenants. Donc merci Jean-Paul Lehard qui est adjoint sur le mandat précédent, adjoint à la maire de Nantes et qui en particulier était en charge des bureaux des projets dont il nous parlera tout à l'heure. Jean-Paul nous avait accompagnés aussi dans la préparation de notre campagne il y a déjà un an. Donc merci Jean-Paul d'être avec nous à nouveau ce soir. Avec nous, nous avons aussi autour de la table chaque fois un futur adjoint ou une future adjointe. Donc ce soir, Guillaume Guérino, qui est dans notre équipe, qui sera en charge précisément des relations avec les citoyens, les associations, les entreprises, et qui vous présentera quelques-uns de nos propositions. Et puis, vous le voyez, une différence avec nos réunions des semaines précédentes. Nous avons la chance d'avoir avec nous Amélie et Vanessa, qui sont des interprètes en langue des signes française, qui sont constitués en SCOP. Donc, leur SCOP s'appelle API-LSF, c'est l'Agence professionnelle d'interprètes en langue des signes. Et donc, qui, ce soir, vont interpréter les différentes interventions pour que chacun puisse partager avec nous ce moment, à la fois ce soir et puis en replay. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. L'idée, c'est d'affirmer, peut-être encore plus fort que d'habitude, que la démocratie locale, eh bien, l'enjeu, c'est que chacun participe, chacun, que ce soit accessible à tous, ce débat, ces informations, cette prise de décision. Et donc, c'est aussi ce signe que nous voulions partager ce soir grâce à donc, API LSF. Donc, merci à toutes les deux. Je vais passer la parole à quelqu'un que vous ne voyez pas ce soir pour que votre affichage soit plus facile. C'est Bruno Rezano, qui fait partie de notre équipe, vous le savez, qui est là chaque semaine et qui est l'animateur de ces réunions publiques. Donc, je vais lui passer la parole pour qu'il puisse vous rappeler comment ça fonctionne techniquement. Et puis, nous allons pouvoir commencer cette réunion publique en ligne. Voilà. Merci à toutes et à tous encore une fois. Merci Jean-Sébastien. Merci Jean-Sébastien. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Donc, il y a déjà quelques dizaines de personnes qui sont connectées comme spectateurs à cette réunion en ligne, qui est également diffusée sur Facebook Live et que vous pourrez consulter par la suite sur Facebook en différé et sur YouTube. Tout ça également par notre site guiton2020.fr. Donc la particularité de la réunion, c'est qu'elle est interactive. Vous allez pouvoir poser des questions grâce à votre onglet Q et R, questions et réponses, qui apparaît sur votre interface d'ordinateur ou de téléphone. Ces questions, nous allons les noter. Nous allons les poser ensuite aux intervenants après leurs premières interventions. Et vous avez également la possibilité de changer l'ordre des questions. S'il y a des questions, vous verrez les questions des autres participants et vous pouvez influencer le choix en votant pour les questions qui vous paraissent les plus pertinentes. Donc, vous connaissez le principe. Nous allons pouvoir passer à la réunion. Je vais me tourner vers Jean-Paul Lehard qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Et Jean-Paul Lehard va nous parler notamment du bureau des projets, donc qui est quelque chose qui existe à Nantes depuis un certain temps et dont on souhaite s'inspirer et qui a permis de nombreuses réalisations vraiment très intéressantes dont il va nous parler maintenant. Merci Jean-Paul, c'est à toi. Merci de votre invitation. Donc, pour être concret, parce que la démocratie locale, c'est quelque chose de concret, je vous propose de démarrer par quelques projets qui ont été présentés. Sur les 300, il y a eu 300 projets de présentés à peu près en 3 années complètes, présentés par des habitants. Et je vous propose de vous donner quelques exemples, je vais vous lire quelques petits trucs,
Et puis ensuite, je vous dirai comment ça fonctionne. Bon, par exemple, animation et végétalisation estivale de la rue Léon Blum. Ça, c'est une proposition de l'association des commerçants de la rue Léon Blum qui ont dit, ben, nous, on a envie de fermer la rue pendant l'été et on souhaite qu'il y ait des animations et de végétaliser. Et ça a été assez intéressant et ça montre la réactivité du bureau des projets parce qu'ils s'y étaient pris 1 an à l'avance à peu près en se disant oh là là, avec la mairie c'est toujours très très long. Et comme ça fonctionne, c'est assez réactif en plus que le maire lui-même, parce que c'est important aussi puisque Jean-Sébastien qui aura ce rôle pour la suite, c'est important qu'il fixe ça comme étant une des priorités. Et les services le savent. Et les services, sachant que c'est important pour le maire, effectivement, ont été très réactifs et contrairement à ce que les commerçants avaient pensé, ça s'est fait un mois plus tard, donc dès l'été qui suivait. Et effectivement, ils ont plutôt été très, très satisfaits de cette opération et de la réactivité de la ville. Autre projet, par exemple, ça c'était au centre-ville, un projet sur les Dervalières, 31 solidaires, hein, c'est-à-dire des personnes qui sont isolées en précarité et un collectif d'habitants qui dit ben, on organise le 31 décembre une nuit solidaire avec ces personnes en difficulté. Un autre exemple proposé par l'association Beautiful pour pouvoir utiliser un terrain en friche et construire et animer un poulailler et implanter un composteur. Là, on est dans la transition écologique. Également, dans la transition écologique, un pique-nique zéro déchet organisé par les habitants du quartier des Dervalières, par exemple. Également, une boîte à dons proposée par un collectif d'habitants également, hein, qui consiste, vous savez peut-être ce qu'est une boîte à dons, hein, c'est à l'extérieur, les gens ont la possibilité de déposer des choses qui ne leur servent pas et qui mettent à la disposition des habitants du quartier. Et après, chacun se sert. Un autre exemple, la rue aux enfants, hein, là il s'agit proposé par une association de parents d'élèves qui dit ben, il faut peut-être limiter l'utilisation de la voiture, en particulier autour des écoles, et il propose qu'une rue soit fermée pendant une journée pour montrer aux habitants comment ça se passe quand une rue est fermée, comment les enfants peuvent jouer dans la rue et comment on retrouve un espace public qui nous appartient. Voilà quelques exemples. Maintenant, je peux vous expliquer un peu comment les choses fonctionnent. Il se trouve qu'à Nantes, il y a 11 quartiers administratifs, c'est un découpage administratif. D'ailleurs, ce sont des très grands quartiers et pour le bureau des projets, même si on a un bureau des projets par grand quartier, je pense qu'il serait préférable d'avoir des bureaux des projets encore plus décentralisés parce que ce qui est intéressant, c'est d'être au plus près des habitants. Donc, 11 quartiers, 11 bureaux des projets. Chaque bureau des projets est constitué à la fois de l'adjoint de quartier, de deux techniciens, un technicien de la vie associative et un technicien du quartier, puisqu'on a également des agents dans chaque quartier nantais, et un collectif d'habitants qui, lui, prend la décision. Alors, le collectif d'habitants sont des habitants volontaires qui sont entre 10 et 15 sur chaque quartier et qui, avec l'adjoint et les services techniques, prennent la décision des projets qui sont présentés. Alors, quand je dis prennent la décision, c'est-à-dire ça va du moment où les porteurs de projets proposent le projet, les expliquent, ils enrichissent le projet, le comité d'animation, on appelle ça comme ça, le collectif d'habitants, on appelle ça un comité d'animation, qui enrichit le projet, qui interroge les porteurs de projets, qui dit bah, peut-être que ce projet-là, il est intéressant, mais il se fait déjà par la ville ou il se fait déjà par une autre association, donc connectez-vous, enfin en tout cas, on enrichit le projet. Et ensuite, ce collectif, avec l'adjoint et les services techniques, détermine le montant du financement qui leur sera attribué. Et donc, il y a deux modalités. Il y a une modalité par régie, c'est-à-dire là, c'est très réactif. C'est sur, une fois que la décision est prise par ce comité d'animation et validée par l'adjoint en charge du bureau des projets, c'est-à-dire moi-même, lorsque la décision est prise, la régie municipale rembourse sur facture. Donc, c'est très, très rapide. Hein, c'est d'une grande réactivité puisque
un projet qui est présenté à un moment T, un mois après, il peut faire l'objet d'un remboursement. Hein. C'est très, très rapide. Et autrement, il y a une modalité, ça c'est pour des projets qui sont de moins de 1 000 €, et il y a également une modalité par subvention qui nécessite… Alors, le premier cas dont je vous parlais, la régie, on n'est pas obligé d'avoir une structure juridique, ça donne de la souplesse. Par contre, pour les subventions, effectivement, on a besoin d'une structure juridique, d'une association en général, hein, et dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à 5 000 €. Hein, 5 000 € par projet. La moyenne en régie, c'est 750 € de financement, et la moyenne sur les subventions, c'est 3 300 €, hein, même si on peut aller jusqu'à 5 000 €. Et donc, dans ce cas-là, dans le cas d'une subvention, c'est le collectif d'habitants du quartier qui prend la décision, mais c'est soumis à une présentation, une proposition au conseil municipal. Je présente ces projets au conseil municipal et je peux vous dire que jusqu'à maintenant, tous les projets qui ont été proposés par les collectifs de quartier, les comités d'animation de quartier, ont tous été votés à l'unanimité par toutes les composantes politiques de la ville. Et ça, c'est plutôt intéressant. J'ai même, d'ailleurs, j'en suis assez fier parce que non seulement il n'y a pas d'opposition, l'opposition ne joue pas son rôle habituel d'opposition négative, là au contraire, ils sont plutôt force de proposition, ils regrettent qu'une chose, c'est de ne pas être dans le dispositif. D'ailleurs, ce qui mériterait d'être étudié d'ailleurs, hein, parce que et donc, ils sont en général, eux, et puis les différents adjoints de quartier, à chaque fois qu'il y a un projet qui est présenté, ça dépasse l'entendement, parce que pour des très gros projets, quelquefois, il n'y a pas de débat. Et sur le bureau des projets, très souvent, l'adjoint de quartier est très heureux d'en rajouter pour dire c'est très intéressant, etc. Donc, on a une participation des conseillers municipaux et des conseillers d'opposition qui interrogent et qui enrichissent également. Voilà. Donc ça, c'est sur la façon dont les choses se passent. Je peux vous dire quelque chose sur la mise en place aussi. On a associé des habitants volontaires que l'on a sollicités par les réunions de quartier. La ville organise différentes réunions de quartier dans le cadre du dialogue citoyen et on a sollicité ce volontariat dans les différents quartiers. Et pour la mise en place de cette démarche, on a associé tous les habitants qui le souhaitaient pour y compris mettre en place un certain nombre de règles de fonctionnement de façon à ce que ce soit partagé et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est relativement souple, mais il y a quand même un certain nombre de modalités qui sont à respecter et par exemple, ce sont toujours des projets qui ont un intérêt collectif, évidemment, un intérêt général. Ce sont également des projets qui sont portés par plusieurs habitants. Si l'initiative est proposée par un habitant au départ, il y a obligation pour qu'il y ait un minimum de participation des habitants du quartier. Ça, c'est une règle qui n'a pas de mal d'ailleurs à être mise en place, puisqu'en général, ça se passe de cette façon. Ce que je peux dire également concernant le financement, on aurait pu craindre, certains auraient pu craindre que l'argent public pouvait être dilapidé parce que bon, les gens considérant que c'est de l'argent public, donc on peut y aller. C'est le contraire qui se passe. C'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que le budget que l'on a, on a un budget de 200 000 € par an, 300 000 € la dernière année, on a ajouté 100 000 € suite au grand débat sur la transition énergétique, qui était un débat métropolitain sur la déclinaison à Nantes. Et je peux vous dire que même l'ensemble du budget n'est pas totalement utilisé et que les habitants sont plutôt assez vigilants, pour ne pas dire quelquefois durs, sur l'utilisation de l'argent public. C'est quelque chose, j'ai été le premier étonné, alors ce qui pose parfois quelques difficultés. Par exemple, pour les associations qui ont du personnel et souvent des salariés en précarité avec des emplois aidés, par exemple, qui souhaitent faire financer un peu le travail, et c'est normal, c'est quelque chose qui est compliqué à entendre lorsque
il faut financer, par exemple, du fonctionnement et des salaires, alors que c'est tout à fait justifié. Donc, il y a un travail, je dirais, aussi d'éducation populaire à faire auprès de l'ensemble des personnes qui participent à ces comités d'animation, puisque vous voyez, ça fait quand même près de 200 personnes qui participent sur la ville. On a eu, je crois, au total 263 réunions exactement. Ça, c'était les chiffres de début d'année. Donc, ça discute beaucoup et les habitants qui sont volontaires sur le bureau des projets sont des gens qui sont extrêmement intéressés, extrêmement vigilants sur l'argent public et ça crée des relations au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Hein. Certains organisent des petites fêtes entre eux. Bon, ça crée un relationnel qui est plutôt intéressant. Et puis sur le type de projet, il y a un certain nombre de projets. On dit qu'il y a trois tiers. En gros, un tiers sur la solidarité, un tiers sur le vivre ensemble, un tiers sur la transition écologique, on peut dire, même si tous les projets comportent des éléments ou de solidarité ou de vivre ensemble, et y compris les projets sur la transition écologique sont des projets qui effectivement concernent beaucoup de gens et qui participent à la solidarité et au vivre ensemble. Merci. Je vais m'arrêter là peut-être pour l'instant, puis répondre à vos questions si vous voulez. Oui, nous avons plusieurs questions, notamment pour toi Jean-Paul. Alors, vous pourrez continuer à poser des questions. Nous les poserons aux intervenants d'ici une vingtaine de minutes environ. Et maintenant, je passe la parole à Guillaume Guérino qui va nous présenter les propositions de notre liste et comment nous souhaitons décliner quelque chose d'analogue sur Orvault. Alors bonsoir à tous et à toutes. Alors je vais d'abord effectivement rebondir sur ce qu'a dit Jean-Paul et je vais vraiment le remercier parce que ça fait 1 an qu'il nous accompagne un petit peu et qui nous pousse dans cette voie, qui nous montre ce qu'on peut faire et c'est des choses qui nous intéressent vraiment. Donc on a vu en France, donc à Nantes et dans plusieurs villes, des projets de ce type se monter. On voit que leur vertu, c'est de remettre de la démocratie hors de... C'est pas parce qu'on est élu pour 6 ans que la démocratie s'arrête. Il faut continuer à avoir de la démocratie locale. Et ça, c'est un vrai moyen. Ça permet aux citoyens, aux associations locales de monter des projets avec l'aide de la municipalité, des services. Ça permet de valoriser l'intelligence collective, l'expérience des habitants, les envies des initiatives pour que chacun puisse agir dans son quartier. Donc nous, ce qu'on veut mettre en place, alors on l'a appelé les bureaux d'initiative citoyenne et on va donc se baser sur les expériences existantes à Nantes et ailleurs. Alors comment ça fonctionnera à Orvault? Alors ce qu'il faut dire, c'est que on va apprendre en marchant, on va se baser sur les expériences autour de nous, mais on va aussi apprendre en marchant. C'est un dispositif qui sera expérimental, qui pourra être amendé chaque année en collaboration avec tous les acteurs du dispositif. Donc on remet chaque année sur l'établi et on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qu'on peut faire évoluer. Alors ces bureaux des quartiers, ces BIC, seront dans chaque quartier composés de citoyens du quartier volontaires, d'un élu de quartier, et pourquoi pas d'élus d'opposition, effectivement, c'est une bonne idée, et accompagné aussi par du personnel municipal. Et donc, un budget sera alloué à chaque bureau, chaque année. Alors, les porteurs de projets, on l'a dit, ce sera des habitants ou des associations locales qui pourront proposer des initiatives citoyennes, qui animent l'espace public, qui contribuent à la transition écologique ou développent des solidarités entre les habitants. En termes de déroulement, on va aussi se baser sur ce qui se fait ailleurs. On va d'abord recevoir dans ces bureaux les porteurs de projets pour entendre leurs idées, dialoguer avec eux pour faire évoluer, si nécessaire, leurs idées. Et puis, si le bureau est d'accord, les services municipaux seront là pour accompagner techniquement les porteurs de projets pour étudier leur faisabilité et évaluer le coût.
Et une fois que ce projet aura été ficelé donc avec les services, le dossier repassera devant le bureau des projets qui pourra confirmer ou non l'accord du bureau des projets et ensuite lancer la réalisation. Les projets seront réalisés conjointement par les initiateurs du projet ainsi que les services municipaux avec éventuellement l'expertise ou l'accompagnement des gens du bureau des projets. Enfin, du bureau, pardon, du bureau d'initiative citoyenne. Comme à Nantes, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que ceux qui ont réalisé un projet, seront invités à rejoindre ensuite le bureau des initiatives de leur quartier l'année suivante pour contribuer à l'évaluation et faire profiter aux autres de leur expérience. Voilà. En plus de... Alors, ça, c'est pour le bureau des projets. Est-ce que je parle maintenant de l'autre projet? Voilà. Alors, notre autre projet, nous avons la chance, à Orvault, d'avoir un tissu associatif riche qui apporte dynamisme, vitalité, lien social dans nos quartiers. Nous avons la chance d'avoir plus de 200 associations. On peut aller jusqu'à 300 si on compte les sections qui sont dans les grosses associations. Nous avons des centres sociaux qui font un travail admirable et essentiel à la vie de nos quartiers. Donc ça, c'est très riche. Et la ville se doit d'être un partenaire privilégié des associations, d'être à leur côté pour les épauler et pas seulement être un financeur. Dans cet objectif, nous voulons créer une maison des associations dont le but premier sera de faire office de guichet unique pour les différentes formalités avec la ville. Par exemple, les réservations de salles, de matériel, la reprographie, et bien sûr les demandes de subventions. Tout cela dans une démarche de facilitation des formalités et d'aiguillage vers les bons interlocuteurs, que ce soit à l'intérieur de la municipalité, mais aussi à l'extérieur pour d'autres partenaires institutionnels ou des financeurs. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. C'est bien, mais pour nous, ce n'est pas suffisant. La ville doit aider les associations dans leur quotidien. Alors, en fait, quand on est bénévole, on n'est pas forcément professionnel et on n'a pas forcément toutes les connaissances juridiques, comptables, de gestion du personnel. Et donc, nous, ce qu'on voudrait au sein de cette maison des associations, c'est être là pour aider à la gestion, donner des conseils, accompagner. Et on pourrait également proposer des formations aux bénévoles des associations. Par exemple, comment créer une association pour ceux qui débutent, comment organiser une assemblée générale. Voilà, quelques sessions qui permettraient de rendre les associations plus vite autonomes. Et ce n'est pas tout. Ce lieu sera également un endroit de vie, un lieu où on pourra faire le lien entre les associations, entre elles, mais aussi avec d'autres acteurs, par exemple les entreprises. Ainsi, on pourra créer des synergies, des collaborations, des mutualisations de matériel, de personnel, par exemple. Et puis, on pourra aussi, avec ces partages, ces échanges, créer des partages d'expériences. Une association qui commence, ne sait pas, voilà, elle peut avoir besoin de conseils auprès d'une association qui, elle, a plus d'ancienneté. Cette maison des associations, on veut en faire le lieu de tous les porteurs de projets et de toutes les initiatives. Donc, on a parlé des associations. Ce sera aussi le point d'entrée du bureau des initiatives citoyennes. C'est ici que les porteurs de projets viendront présenter leurs projets. Et puis, ça pourra aussi être un point d'entrée pour des gens qui veulent monter une entreprise. Par exemple, on pourra les aiguiller vers des structures d'accompagnement, des réseaux d'entrepreneurs.
on pourra leur proposer un espace de coworking dans lequel ils pourront démarrer leur activité. Et puis, on pourra aussi, par exemple, les accompagner pour trouver un premier lieu d'implantation. Donc voilà, cette maison des associations, on va en faire un lieu de vie, un lieu d'initiative, d'échange et de partage. Voilà. Merci Guillaume pour cette description de deux de nos projets, deux des projets qui ont vocation à favoriser la participation, l'implication de toutes et de tous dans notre vie de quartier, dans la vie de notre commune. Cette maison des associations qui sera effectivement la maison des associations et des initiatives pour pouvoir vraiment être un lieu où chaque porteur de projet trouve un interlocuteur, des interlocuteurs et des relations possibles. Alors, ce sujet de la démocratie, de l'implication citoyenne, c'est un sujet que, en particulier, les élus écologistes ont beaucoup porté. Et il y a un élu écologiste, un maire écologiste qui s'appelle Jean-François Caron, qui est le maire de Los-en-Gohelle, qui est une commune dans le Pas-de-Calais, qui est devenue une référence en termes de développement durable. C'était le terme qu'on utilisait il y a quelques années, plus que transition écologique désormais, et qui a vraiment créé a vraiment développé avec son équipe sa commune de manière assez admirable et qui est une référence pour nous dans bien des domaines. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-François Caron différentes reprises et il nous a fait l'amitié d'enregistrer une vidéo de soutien à notre candidature. Et donc, Bruno, je propose que tu nous diffuses cette vidéo et puis nous allons pouvoir ensuite continuer à vous présenter certains de nos projets. Est-ce qu'on entend le son? On n'a pas le son là, Bruno, je pense. On n'a pas le son, Bruno. Il faut que tu enlèves ton micro, je crois. Alors, on va relancer avec le son. Avec le son, excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Jean-François Caron, je suis maire écologiste de la commune de Los-en-Gohelle, qui a vécu le choc de la mine et qui, depuis 30 ans, est en transition et commence à se relever enfin. J'ai été vice-président de région et j'ai été président de la Fédération des élus verts au niveau national. Ça m'a donné une lecture des conditions pour réussir la transition. Il n'y a pas de transition écologique si elle n'est pas en même temps économique, si elle n'est pas en même temps sociale et surtout si elle n'est pas en même temps démocratique. Et il n'y a pas de transition s'il n'y a pas de la part des élus un engagement très fort, une pugnacité, une capacité à inventer finalement et à faire bouger les lignes par rapport à des modèles qui souvent sont de la simple gestion municipale. Dans l'équipe d'Orvaux, je vois des initiatives extrêmement intéressantes, comme le Bureau des initiatives citoyennes, ou encore comme le Conseil de la transition écologique. Je trouve ça très intéressant parce que ça permet d'articuler l'implication des habitants, leur engagement avec l'action de la vie municipale. Les domaines sont très nombreux, l'énergie, l'agriculture, les commerces, la gestion des espaces verts. Il y a énormément de choses qui vont être impliquées dans le processus de transition et ça doit se faire avec les habitants. C'est vraiment la conviction que j'ai et le résultat de Los-en-Gohelle vient de cet engagement citoyen. Pour toutes ces raisons-là, j'apporte complètement mon soutien à cette équipe qui est menée par Jean-Sébastien Guiteau. Je leur souhaite vraiment d'être une commune qui devienne écologiste dans une logique large, qui n'est pas sectaire, qui est ouverte à tout le monde, mais qui en tout cas permet à tout le monde de prendre sa place. Et j'espère que vous irez voter pour eux le 28 juin. Voilà, donc merci beaucoup à Jean-François Caron pour ce soutien et réellement ce qu'il a pu mener dans le domaine de la transition écologique, économique, démocratique, sociale, sont vraiment des références intéressantes. On se nourrit de beaucoup d'expériences. On a parlé du bureau des projets à Nantes et on se nourrit d'expériences, d'initiatives menées dans d'autres communes, évidemment, depuis des années, pour nourrir notre projet, demain pour nourrir notre action.
Alors, je veux juste vous représenter deux ou trois autres propositions que nous portons dans cette campagne sur la démocratie locale. Jean-François l'a cité dans la vidéo, nous proposons de créer le Conseil de la transition écologique. Ce conseil, l'objectif, l'idée, c'est de réunir une instance composée d'habitants, de représentants d'associations, de représentants d'entreprises, une instance autonome qui aura la mission d'évaluer la transition écologique sur notre territoire, de faire un diagnostic de ce qui avance. Est-ce que ça avance suffisamment vite, dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a des domaines qui nécessiteraient une mobilisation supplémentaire? Et ça ne concernerait pas que la ville. La ville, évidemment, est un acteur majeur qui a un rôle fort à jouer pour cette transition. Mais les associations, les habitants, les entreprises sont des acteurs fondamentaux et ce Conseil de la transition écologique aura aussi le rôle de pouvoir donner des idées aux différents acteurs, aux associations, aux entreprises, aux habitants, en disant voilà, il y a des domaines dans lesquels collectivement nous devons faire plus, ou au contraire, se dire que vraiment nous sommes sur la bonne voie et Orvault atteint son objectif d'être une ville pilote de la transition écologique. Donc cette instance, eh bien, elle sera autonome, elle se réunira plusieurs fois par an et chaque année, elle pourra faire une présentation au conseil municipal, une présentation de ses travaux, de ses études, de ses recommandations, pour que ça nourrisse, d'abord pour que ce soit transparent, que tout le monde le sache, et puis que ça nourrisse l'action municipale lorsqu'il s'agit d'action municipale. Il aura un budget, ce conseil, pour pouvoir faire venir des experts, pour pouvoir, et en leur proposant éventuellement de faire des conférences ouvertes à tous pour que tous les Orvaltais et les Orvaltaises puissent bénéficier de ces connaissances nouvelles. Un budget pour éventuellement aller voir des projets qui sont menés ailleurs et pouvoir s'en nourrir. Un budget aussi pour financer, si c'est nécessaire, une étude diagnostique sur un domaine qui serait trop peu étudié, trop peu évalué. Donc cette instance, elle aura ce rôle important. Vous voyez, l'actualité de ces derniers mois a mis en avant cette convention citoyenne sur la transition écologique au niveau national. Notre objectif, ce n'est pas uniquement de faire une assemblée qui se réunisse une fois, c'est d'avoir une instance qui va pouvoir progressivement suivre cette évolution de notre transition, de nos transitions à Orvault, puisque c'est notre grande ambition de porter ces transitions dans notre commune pendant ce mandat, et puis évidemment avec charge aux différents acteurs de poursuivre cette ambition. Et puis, il y a une deuxième instance que nous souhaitons créer, qui est… Alors, je n'ai pas dit, le Conseil de la transition écologique, pardon, c'est une inspiration aussi d'une instance qui a été créée à Paris, qui s'appelle le Conseil des générations futures. Propose de regarder comment fonctionne ce Conseil des générations futures. Évidemment, ce ne sera pas exactement la même chose, parce qu'il y a une différence d'échelle, parfois des différences d'enjeux, mais voilà, ça vous permettra de voir un peu ce qui a pu nous nourrir notre réflexion. Donc, une deuxième instance, je le disais, qui peut être, selon nous, vraiment importante, intéressante, c'est une commission citoyenne. Vous savez qu'au conseil municipal fonctionne avec des commissions d'élus qui examinent les sujets qui vont être soumis au conseil municipal. Ce travail se fait entre élus. Nous, on s'est dit que c'était intéressant que des citoyens puissent être réunis, composés d'habitants volontaires tirés au sort, pas pour examiner tous les points de l'ordre du jour d'un conseil municipal, évidemment, mais 2 fois par an pour aborder des sujets importants de l'actualité municipale, soit de l'actualité brûlante, soit des sujets de réflexion plus généraux, des sujets sur lesquels les élus peuvent avoir intérêt à entendre ces réflexions d'un groupe d'habitants qui réfléchit pour ça, qui a ce mandat de réfléchir sur l'avenir d'un secteur, sur des questions budgétaires, sur des grandes orientations d'investissement, de pouvoir partager ses idées, partager ses réflexions et que ça puisse nourrir le travail du conseil municipal. L'autre engagement que nous avons, c'est que chaque grand projet d'urbanisme, de grands projets d'investissement, où on a eu l'occasion d'en parler, par exemple l'avenir du site Alcatel, l'avenir du stade du Verger, eh bien que des groupes de concertation soient mis en place pour prendre le temps de ce travail collectif,
sur une durée définie pour que les habitants qui s'y engagent sachent qu'il y aura un certain nombre de réunions, quel est leur mandat, quel est l'objectif de ce groupe et de pouvoir nourrir ce travail. Il faut que le cadre soit clair pour qu'il y ait une confiance. Et on sait que trop souvent, par le passé, et notamment ces dernières années, dans des travaux qui s'est fait pour l'avenir du bourg d'Orvaux, la confiance a été rompue parce qu'on a eu le sentiment, à raison, que le mandat qui était donné aux habitants en fait, était un petit peu tronqué. Il y avait des éléments qui ne leur étaient pas donnés. Et donc, évidemment, ça annihile ça supprime toute confiance et tout intérêt à ces groupes. Donc, il faut que les choses soient claires. Et nous le ferons le plus souvent possible dès qu'il y a une réflexion à avoir sur un projet. On peut nous dire parfois que c'est de la perte de temps. Nous sommes convaincus qu'au contraire, on en gagne. Les projets partagés, les projets concertés, d'abord sont meilleurs et puis sont issus de ce consensus collectif qui permettent finalement d'avancer et d'avoir une ville qui se construit davantage selon ce que nous voulons collectivement. Et puis, je veux dire une dernière chose. Jean-Paul a évoqué tout à l'heure le fait que des élus de la minorité puissent participer, par exemple, au bureau des projets, des bureaux des initiatives citoyennes. Nous sommes particulièrement dans une période où nous allons avoir besoin de nous rassembler. Les Orvaltaises, les Orvaltais, nous sommes dans une campagne électorale avec 3 listes. Vous le voyez dans la presse, c'est une campagne qui peut être difficile, avec notamment 2 listes qui s'opposent assez frontalement, toutes les 2 issues de l'équipe sortante. Je crois que et puis on sait que l'équipe qui gagnera ces élections n'aura probablement pas rassemblé plus de 50% des voix parce qu'il y a 3 listes au 2e tour. Et donc, je crois que c'est très important. C'est vraiment notre conception du mandat que nous voulons mener. Ce sera important de pouvoir rassembler, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir s'appuyer sur ce que les élus de la minorité pourront apporter s'ils le souhaitent. Et donc, nous prendrons différentes initiatives dans ce sens. On l'a dit, dans le bureau des initiatives citoyennes, mais au sein du conseil municipal, nous proposerons aux élus de la minorité qui le souhaitent d'être associés à la conduite de certains projets, de pouvoir réfléchir à une question particulière et présenter le résultat de cette réflexion au conseil municipal pour que peut-être ça puisse amener à une délibération particulière. Nous avons été élus minoritaires pendant 6 ans. Nous avons essayé d'être des élus constructifs. Et évidemment, nous avons cette sensibilité particulière et c'est quelque chose d'important pour nous et je crois, je le redis, particulièrement important dans cette période. Je veux être le maire de tous les Orvaltais, de toutes les Orvaltaises et je veux que le conseil municipal puisse être une instance de travail concertée. Il y aura des différences, il y aura des divergences, il y aura des désaccords et c'est normal, mais il faut qu'on puisse travailler de manière collective. Je souhaite être le garant de ce travail collectif dans le futur conseil municipal. Voilà pour quelques éléments qui vous montrent quelle est notre vision de la démocratie locale à Orvaux demain, de cette transition démocratique que nous voulons mener, comment nous voulons associer les acteurs, comment nous voulons générer des synergies, des complémentarités, stimuler. La ville ne fera pas tout. Beaucoup d'acteurs ont à contribuer à notre vie collective et nous voulons vraiment tirer dans ce sens. C'est le sens de la transition la transition positive que nous proposons dans cette campagne. Donc merci Guillaume, merci Jean-Paul pour ces éléments. On va pouvoir passer à des questions et puis peut-être un quart d'heure de questions. Je ne sais pas combien nous avons de questions, s'il y en a beaucoup ou pas. Oui, merci Jean-Sébastien. En effet, nous avons de nombreuses questions. On va peut-être commencer par des compléments d'information, ce qui a été dit au départ, avant de rentrer peut-être dans des questions plus politiques par la suite. Donc pour Jean-Paul Huard, les personnes nous demandent en fait comment sont composés les bureaux des projets à Nantes, quelle est la répartition entre les citoyens, les élus, est-ce que les personnes sont volontaires, est-ce qu'elles sont tirées au sort, comment se constituent ces groupes? Alors, je l'ai déjà un peu indiqué, hein. Un élu, donc un adjoint de quartier, mais ça peut être également un autre élu du quartier, qui n'est pas forcément l'adjoint, hein. Et puis deux représentants des services. Pour ce qui concerne les habitants, on est uniquement sur du volontariat. Alors effectivement, au début,
D'ailleurs, ça m'inquiétait un peu. Au début, on avait pas mal de personnes relativement âgées. Première réunion, je me suis dit, oh là là, c'est un club du troisième âge. Et non, les choses ont évolué et effectivement, les porteurs de projets sont des jeunes, sont plutôt assez jeunes. Et effectivement, petit à petit, on a intégré, enfin, sur la forme de volontariat, hein, des porteurs de projets plus jeunes qui participent maintenant à ces comités d'animation. On a 10 à 15 personnes par quartier. Hein. C'est pas trop parce que, bon, il faut prévoir le renouvellement et puis il faut aussi prévoir des absences. Si on veut être réactif, le bureau des projets peut se réunir pratiquement tous les mois pour être réactif. Globalement, sur une année, c'est 5-6 réunions dans l'année, hein, par quartier. Mais il arrive que pour être réactif sur un projet, il y a une réunion qui se cale dans la semaine qui suit pour pouvoir passer au conseil municipal. Pour pouvoir... Et ça, c'est important d'être réactif. Donc, on n'a pas toutes les personnes, effectivement, mobilisables à chaque fois. Donc, c'est important d'avoir, je dirais, 15-20 personnes. C'est bien pour avoir une dizaine de personnes en permanence. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur cette question? C'était. Je peux répondre à la question là? Et c'est déjà très clair. On aura des questions sur le budget après, sur les montants, peut-être quelques chiffres. Et des questions pour Guillaume maintenant sur nouvelle proposition qu'il a présentée, notamment sur la maison des associations. Est-ce qu'elle sera ouverte au public? Et inversement, est-ce que le bureau des initiatives citoyennes sera pour des particuliers, mais également aussi pour des projets portés par des associations? Alors, je vais répondre à la première question d'abord. Oui, évidemment, cette maison d'association, comme je disais, ça va être un lieu de vie. Donc, il sera ouvert aux associations, il sera ouvert à tous les porteurs de projets. Il y aura une partie, comment dire, documentation. Donc, les gens pourront accéder à cette partie documentaire. Voilà, et on veut vraiment faire un lieu de vie. Donc oui, bien sûr, tout le monde, tous les publics pourront venir dans ce lieu. Et à l'inverse, je l'avais indiqué aussi, effectivement, le bureau des associations, je vais y arriver, des initiatives citoyennes sera aussi ouvert aux associations qui veulent porter un projet. C'est bien sûr à tout collectif qui soit constitué d'habitants qui ne sont pas en association, mais aussi d'associations. On fera la part, en fait, bien sûr, parce que je vois un peu peut-être des questions qui découlent de ça. C'est il y a des financements pour les associations pour mener des projets habituels des associations. Il y a des subventions pour ça. Il y a tout un dispositif prévu. L'objectif ici, vous avez vu avec ce qu'a dit Jean-Paul, c'est vraiment d'avoir aussi des projets un peu plus exceptionnels, un peu plus proches de la vie de quartier, d'être un peu plus réactif et de ne pas être trop de subir trop la machine administrative en effet. Donc voilà, évidemment, on dosera entre ce qui relève d'une activité classique d'une association et ce qui relève d'un projet à financer avec le bureau des initiatives citoyennes. Mais Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, hein, les projets, des associations de commerçants, des associations de quartier, etc., seront éligibles à proposer un projet. Merci. Et maintenant, plus des questions budgétaires, comme je disais, pour l'attention de Jean-Paul Huard. Donc, on nous demande combien de projets sont financés par année, par exemple. Est-ce qu'il y a des budgets dédiés au conseil municipal? Comment sont constitués les budgets? Est-ce qu'il y a des limites, des seuils? Et est-ce que vous distinguez dans les attributions ce qui tient lieu de l'investissement, ce qui tient lieu du fonctionnement? Et enfin, comment est assuré le suivi de la mise en œuvre des projets qui ont été validés? Alors, sur le budget, c'est un budget global pour l'ensemble de la ville. Pour l'instant, il n'a pas été nécessaire de le répartir de fixer une enveloppe sur chaque quartier. Il y a une répartition qui s'est faite un peu plutôt pas mal. On a un budget annuel, donc je disais les premières années de 200 000 € et la dernière année 2019 et 2020, 300 000 € par an, puisque ça intégrait donc les suites du grand débat sur la transition énergétique.
métropolitain. Voilà. Ensuite, l'autre question, je ne me souviens plus de l'autre question, j'aurais dû la noter, excuse-moi. Il y avait la question de distinguer investissement et fonctionnement. Ah oui, alors on est uniquement sur du fonctionnement. Bon, il est vrai que pour le prochain mandat, et je n'en serai pas, puisque j'ai décidé d'arrêter pour des raisons d'âge, je laisse la place aux jeunes. Pour le prochain mandat, il est prévu, il y a un accord majoritaire sur le fait d'avoir un budget participatif là beaucoup plus important qui pourra comprendre un budget d'investissement, qui comprendra un budget d'investissement. Mais là, on se limitait à un budget de fonctionnement. Effectivement. Si je peux juste rebondir du coup pour Orvo, puisque j'imagine que derrière il y a cette question-là. On est un petit peu dans cette même démarche. On l'a dit, Guillaume l'a dit, on va un peu apprendre aussi en faisant, et Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, en fait l'enveloppe n'est pas forcément toujours consommée à Nantes. Donc l'idée qu'on va avoir, c'est qu'on va être sur des projets financés à hauteur de quelques milliers d'euros par projet. Vous voyez l'enveloppe 200 à 300 000 euros à Nantes, l'équivalent sur Orvo, on est l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros pour être dans le parallèle. Et l'objectif, ça va être petit à petit de voir combien de projets arrivent, quel est le montant moyen de ces projets, et on ajustera ce budget progressivement. Voilà, on va être de l'ordre globalement de quelques dizaines de milliers d'euros, et on va aussi être plutôt sur du fonctionnement. Et ce qu'on s'est dit avec Guillaume aussi, c'est qu'à l'avenir, si des projets qui sont proposés relèvent de projets beaucoup plus lourds, de projets d'investissement, eh bien on réfléchira sur la durée du mandat à glisser vers ce qu'on appelle des budgets participatifs, et quelques villes font effectivement plutôt des budgets participatifs sur des gros financements avec des votes des habitants, etc. Donc c'est quelque chose vers lequel on envisage d'évoluer vers ce type de dispositif, qui est un peu plus lourd, mais qui permet de faire participer aussi beaucoup les habitants. Donc on souhaite démarrer avec des projets de quartier plutôt de type fonctionnement, et puis, ou de petits investissements. Et puis éventuellement, si on voit qu'il y a un engouement, si on voit que les habitants se prennent au jeu et veulent faire des propositions plus importantes, plus ambitieuses, eh bien, au cours du mandat, on pourra évoluer vers ce type de financement un peu plus lourd. Merci. Donc là, ce qu'on a également comme question, c'est un appel à la démocratie participative au-delà des projets, on fait quelque chose de plus global, et on nous demande, en dehors des projets de quartier, des projets d'initiative individuelle, comment est-ce que les habitants d'Orvo, les citoyens, vont pouvoir intervenir dans des grandes décisions politiques, l'urbanisme, l'économie, et comment vont-ils pouvoir postuler pour être acteurs de cette démocratie locale, et jusqu'à quel point comment est-ce qu'on va-t-on équilibrer en fait la démocratie participative et la représentative à laquelle nous postulons justement? Alors, peut-être la question a été posée avant que je présente les deux dispositifs, notamment le Conseil de la transition écologique, mais surtout la commission citoyenne et les groupes de concertation projet par projet. Voilà, ces groupes projet par projet de concertation, ce sera des moments pour les citoyens pour s'impliquer dans l'avenir de leur commune, de leur quartier, donner leur avis sur comment le site Alcatel pourrait être aménagé, comment le quartier du Petit Chantilly, comment le cœur de la Bugalière, comment le stade du Verger pourrait évoluer, participer à ces réflexions. Donc voilà des outils très concrets pour que les citoyens s'impliquent. Je l'ai dit, sur des grands débats ou des grandes questions beaucoup plus générales, il y aura cette commission citoyenne dans laquelle certains habitants participeront pour apporter leurs réflexions et nourrir la réflexion des élus. Donc voilà, il y aura vraiment plusieurs dispositifs pour ça. Je ne souhaite pas qu'on multiplie les dispositifs. Peut-être on parle beaucoup de dispositifs là, mais au final, on en aura moins en nombre, en tout cas une moins grande diversité, parce que je crois que ce n'est pas en multipliant les instances dans tous les sens qu'on arrive à avancer. Il faut que chaque instance ait un objectif clair et qu'elle soit concrète. Et que quand on s'y engage, eh bien, on sache pourquoi on le fait, avec quel objectif, et que ce soit concret à la fin. Et donc, chacun des groupes que nous avons évoqués aura une mission très claire, et pour que réellement on soit dans quelque chose d'efficace et qu'on ne perde pas toute l'énergie qu'on a perdue les derniers mandats dans des instances qui se multipliaient.
on disait le nombre de réunions pas possible pour un rendement concret tout à fait limité. Donc, on ne sera pas là-dedans. Le lien entre démocratie participative, démocratie représentative, et puis parfois on peut se demander si on est à cheval entre les deux, si c'est les bons termes, etc. Il n'y a pas à craindre ça. Moi, je souhaite qu'on soit des élus ouverts. Notre rôle, c'est de faire vivre le territoire, c'est de favoriser les initiatives, favoriser l'émergence de projets. Et dans la décision, bien sûr que pour beaucoup de projets, eh bien, les élus ont cette légitimité du suffrage pour engager des finances importantes. Mais il n'y a pas de concurrence à craindre. Moi, je suis très tranquille par rapport à ça. Il n'y a pas de… la démocratie participative, citoyenne, etc. ne va pas voler une part de la légitimité des élus. Il n'y a pas à s'en inquiéter. Les choses seront claires sur, je vous l'ai dit, quand une instance sera créée, quel est son mandat, qu'est-ce qu'on en attend, et à la fin, évidemment, le conseil municipal aura à trancher. Et vous l'avez vu, Jean-Paul l'a dit, quand on rentre dans ce genre de dynamique, en réalité, tout le monde est satisfait à la fin. Et voilà, les projets proposés dans le bureau des projets nantais sont votés à l'unanimité du conseil municipal parce que ça va au final, ça va dans le bon sens. Voilà. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, toujours sur la question de démocratie. Est-ce qu'on envisage, comment est-ce qu'on pourrait réagir s'il y a on constate des déséquilibres avec plus de projets dans un quartier que dans un autre? On est en bureau des initiatives citoyennes. Et quel dispositif de rééquilibrage on peut faire? Et une deuxième question, toujours sur les principes démocratiques, est-ce qu'on peut envisager des référendums locaux qui là seraient à l'échelle de toutes les communes? Donc, deux questions posées. Alors, est-ce que je réponds peut-être, à moins que Guillaume, tu veux dire un mot, mais on en a parlé sur l'équilibre entre les quartiers, on va avoir cette vigilance en effet parce qu'on sait qu'il peut y avoir des dynamiques différentes dans différents quartiers. On l'a vu on a eu cette question dans le mandat précédent sur les associations de parents d'élèves, par exemple, où c'était important de prendre en compte le fait que tous les quartiers n'ont pas la même culture de mobilisation et on se retrouvait à beaucoup financer des quartiers où l'habitude de s'inscrire, d'adhérer à une association de parents d'élèves était beaucoup plus importante et donc générait des finances beaucoup plus importantes. Donc, il faut qu'on prenne ça en compte. Et puis, ce sera notre travail d'aller susciter cette envie, susciter ces projets. Si jamais on pense que certains quartiers ne s'emparent pas suffisamment de ce dispositif, eh bien oui, nous aurons cette charge d'aller susciter, d'aller solliciter pour que des projets émergent. En même temps, je pense qu'il faut qu'on rentre dans la dynamique positive. L'objectif, ça ne va pas être d'être avec le rétroviseur et d'aller contrôler qui fait quoi et de commencer à faire des jalousies entre quartiers. L'objectif, c'est qu'on ait des quartiers qui vivent et que les porteurs de projets puissent s'exprimer. Voilà. Mais on aura ce point de vigilance quand même, en effet. Et l'autre question sur les référendums. Oui, c'est un outil qu'on peut utiliser. Moi, je souhaite que les référendums, ça soit des outils de décision collective, des moments positifs de prise de décision. Et je suis vigilant à ce que quand des sujets sont excessivement clivants dans une commune, on puisse trouver des modalités de recherche du consensus pour que ces votes-là ne reviennent pas à diviser, à fracturer la commune. Donc, c'est un outil de démocratie participative, représentative, etc. C'est un outil qu'on pourra utiliser, qui fait partie de la gamme des outils. Et encore une fois, avec cette vigilance-là, qu'on soit sur des outils positifs, de collectifs, et pas que ce soit pas des outils négatifs à la fin qui créent des clivages trop importants. Ce sera un enjeu, je vous l'ai dit, de ce début de mandat, de rassembler les Arvaltais et les Arvaltaises. Très bien, nous avons une question sur les possibilités d'intervention dans les conseils municipaux et je sais, Guillaume, que nous avons une proposition à ce sujet. Oui, tout à fait. On a vu que les conseils municipaux, ça fait un petit peu peur. On voit toujours les mêmes têtes et les gens n'osent pas forcément aller les voir.
et s'y rendre. Donc, on a plusieurs points là-dessus. D'abord, on souhaiterait les filmer et les rendre visibles en direct sur le web, pour que chacun puisse voir comment ça se passe, un petit peu désacraliser ce moment et comprendre comment fonctionne ce conseil. Et puis, on aimerait également que des citoyens puissent, en début de conseil municipal, poser une question au conseil. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un vote, mais il pourrait y avoir une discussion sur ce thème. Voilà. Donc ça permet de lever des questions par un autre moyen que envoyer. Enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire arriver une question jusqu'au conseil municipal. Là, ce serait vraiment de la démocratie en direct, que ce soit en direct pour le côté live et en direct entre les élus et les habitants. Merci Guillaume. Nous nous approchons du terme de cette réunion. Contrairement aux fois précédentes, je n'ai pas de prochaine réunion à vous annoncer. Ce que j'ai à vous annoncer, c'est à vous de jouer, c'est à nous tous de jouer le 28 et de voter, voter le 1, de voter pour la liste de Jean-Sébastien Guiton. Je vais passer la parole à Jean-Paul, s'il souhaite conclure, peut-être revenir sur ces aspects de démocratie locale, les enjeux les enjeux de ce genre de dispositif, et ce que ça a pu révéler à Nantes, par exemple, dans son expérience d'élu. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je partage globalement ce qu'a dit Guillaume et ce qu'a dit Jean-Sébastien. C'est-à-dire que je pense qu'il faut expérimenter, il faut avancer progressivement. Et puis, la question de la démocratie, c'est la question si possible, du consensus, si possible, du partage, si possible, du vivre ensemble. Et tout ça, ça doit produire quelque chose pour faciliter la vie dans la ville. Hein. Et j'ai l'impression que l'équipe, que ce soit Jean-Sébastien ou Guillaume aujourd'hui, là, travaille dans le bon sens avec à la fois de l'ambition, mais en même temps beaucoup de pragmatisme et y aller progressivement de façon à ne pas forcément brutaliser, à ne pas, tout en ayant des convictions fortes. On peut avoir des convictions fortes et être vigilant et être bienveillant par rapport aux habitants. Voilà, donc en tout cas, moi je vous souhaite beaucoup de succès pour dimanche. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors oui, Bruno, tu l'as dit, c'est notre dernière réunion publique en ligne. Nous étions donc quatre réunions publiques en ligne sur l'agriculture et l'énergie, sur la santé, sur l'activité économique, sur l'urbanisme, sur les mobilités, avec à chaque fois des personnes qui nous ont apporté leur expérience. Et nous avons mené cette campagne, ce travail au moins depuis janvier 2019, où nous sommes allés dans les quartiers pour demander aux habitants d'Orvos ce qu'ils aimaient, ce qu'ils voulaient changer dans leur commune. Nous avons élaboré ce projet avec eux. Et nous nous sommes nourris de notre expérience, de ce que nous avons appris comme élus, comme responsables associatifs, comme acteurs professionnels aussi. Nous avons nourri notre projet de toutes ces idées que nous avons observées ailleurs. Nous en avons un exemple aujourd'hui, mais c'est le cas pour beaucoup d'éléments de notre projet. Et donc le 28, eh bien, c'est l'occasion, en effet, de concrétiser ce travail, ce projet, cette ambition que nous avons d'engager Orvos dans nous l'avons appelé une transition positive, parce qu'il s'agit en effet de changer notre façon de faire, de fixer des ambitions plus fortes en matière écologique, sociale, démocratique, économique. Donc c'est une transition positive parce que, Jean-Paul l'a dit, elle sera positive pour toutes et tous, pour aujourd'hui, pour demain. Nous n'avons pas à craindre cette transition parce que nous allons la mener progressivement, mais en étant à la hauteur des enjeux, à un rythme qui nous permette de réellement améliorer la qualité de vie de chacune et chacun dans nos quartiers et de préparer l'avenir, de répondre aux grands enjeux. Et c'est vrai que nous sommes
dans une crise sociale, économique qui commence, nous aurons cette responsabilité encore plus forte d'être à la hauteur de ces enjeux, de répondre à ces enjeux également. C'est notre mission et je crois vraiment que dans ces périodes difficiles, eh bien, Jean-Paul l'a dit, c'est encore plus important d'être ensemble, de se rassembler, de trouver ensemble les voies que nous voulons suivre collectivement. Donc, voilà, nous avons des idées, vous l'avez vu, des projets, des ambitions pour faire fonctionner notre conseil municipal différemment, faire fonctionner notre démocratie locale différemment, pour mieux mettre en relation les acteurs, pour qu'ils soient plus efficaces, pour pouvoir davantage les solliciter. C'est notre projet, c'est ce que nous vous proposons de soutenir le 28 juin, nous et notre équipe. Donc, merci à vous qui nous avez suivis en direct, en replay pendant toutes ces réunions publiques, les directs du lundi soir également. On compte sur vous, il reste quelques jours, quelques heures pour que vous parliez de nous, si vous êtes convaincus, autour de vous. Car réellement, le 28 juin, chaque voix va compter. Et donc, sachez que vous avez un rôle à jouer, chacune, chacun, dans cette élection de dimanche prochain. Donc, nous comptons sur vous. Vous pourrez compter sur nous, c'est notre engagement, c'est notre ambition. Mais là, le 28, nous comptons sur vous. Donc, merci beaucoup. Merci Bruno, merci Guillaume, merci Jean-Paul. Merci beaucoup à nos interprètes de ce soir. C'était très important pour nous de pouvoir compter sur vous. Donc, merci beaucoup. Et puis, voilà, encore quelques jours pour porter cette transition positive. Merci et puis à très bientôt.